deuxième input, je vous présente Henri Houben, qui est donc économiste de formation, qui travaille au Gréséa et qui est par ailleurs, on a le plaisir de l'avoir comme membre à TAC. Je sais bien que j'avais présenté quelque chose, mais pas sur le même sujet de l'autre côté, dans un autre auditoire. Je pense que c'était de l'autre côté, d'accord. Non, mais c'est parce que je dois aussi. Et alors, il y a quelqu'un qui me présentait de cette manière-ci, en disant que, parce qu'il y avait eu plusieurs présentations déjà auparavant, et apparemment, elles étaient effectivement sur fond. C'était essentiellement des écrits blancs sur fond bleu. Alors il disait, j'espère que cette fois-ci, je n'aurai pas encore une présentation de fond bleu et avec des marques en blanc. Eh bien, pas de chance, parce qu'effectivement, c'est une de mes marques de fabrique d'avoir effectivement ce genre de présentation de fond bleu et d'indications en blanc. Et donc, vous n'allez pas malheureusement y échapper non plus. Donc, je vais vous parler de la dette publique, et donc on en a un peu parlé parce qu'effectivement, l'aspect entre le budget et donc le déficit budgétaire d'un côté et la dette publique se posait comme question. Et je voulais justement commencer par ce point-là, parce qu'effectivement, souvent, on a tendance à confondre déficit, dette publique, et donc il faut être un peu précis là-dessus. Comment est-ce que le déficit va engendrer la dette? C'est surtout ça mon aspect, parce qu'effectivement, au niveau budget, il y a un retour de la dette en fonction des intérêts. Et ça, ce n'est pas tellement le point que moi je vais aborder, c'est plutôt l'inverse. C'est comment est-ce que le déficit crée la dette. Donc, normalement, pour la dette, il y a deux moyens de créer, c'est-à-dire de faire en sorte que cette dette augmente. Le premier moyen que je ne vais pas expliciter ici, c'est lorsque vous faites effectivement des investissements et que vous n'avez pas l'argent direct pour pouvoir le faire, alors vous passez effectivement par un emprunt. Et donc, à ce moment-là, la dette publique va augmenter directement. C'est la même chose, d'ailleurs, quand, normalement, on a aidé les banques, on a sauvé les banques au moment de la crise de 2008. C'est ça qu'on a fait. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait mettre à ce moment-là de l'argent immédiatement. Donc, on a été chercher de l'argent. L'État n'a pas d'argent. Hein, comme dit un économiste qui est devenu maintenant célèbre, Thomas Piketty, dans son livre, en réalité, nous sommes dans des pays riches, mais dans ces pays riches, l'État est pauvre. Et donc, c'est un paradoxe. D'ailleurs, un paradoxe que certains qui disent, comme j'ai dit, qui disent que l'État a beaucoup de poids dans l'économie, en réalité, c'est un paradoxe total, parce qu'effectivement, normalement, en réel, l'État a très très peu. Et donc, l'État n'ayant pas des moyens, eh bien, il faut aller chercher ces moyens sur les marchés financiers par l'emprunt. Et donc, ça, c'est une manière d'augmenter la dette publique. La seconde manière de le faire, c'est ce que je vais présenter ici, c'est effectivement lorsqu'il y a une crise, eh bien, donc je vais représenter de nouveau un budget de manière simplifiée. Donc, je ne vais pas reprendre tous les postes que Marc avait présentés. Donc, c'est vraiment une présentation très schématique. Donc, ça c'est ce que vous avez du côté recettes. Donc, c'est ce qu'il a dit, hein, donc les impôts directs, la TVA, les cotisations sociales et autres. Donc, ici, j'ai repris effectivement la définition telle que l'Union européenne la reprend. Et d'autre part, vous avez les dépenses, c'est-à-dire l'administration des dépenses sociales, les intérêts et les autres parties, effectivement, qui ne sont pas comprises là-dedans. Et donc, normalement, supposons que nous avons un budget à l'équilibre, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est même plutôt rarement le cas, mais supposons que le budget soit à l'équilibre. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque la crise arrive? Eh bien, il va se passer, je suis assez fier de ma petite présentation, que les impôts directs, normalement, ça va se réduire, la TVA également. Par contre, les dépenses sociales, puisqu'il va y avoir plus de gens au chômage et qu'effectivement, on ne va pas directement supprimer les allocations de chômage, donc il faudra augmenter ces dépenses-là. Et évidemment, les dépenses d'administration vont continuer à augmenter, puisqu'on ne va pas bloquer subitement, parce qu'il y a une crise, les dépenses de fonctionnaires, le nombre de fonctionnaires qui sont nécessaires, etc. Donc va apparaître un déficit. Et ce déficit va alimenter la dette publique qui se trouve par ailleurs, qui donc, comme l'a expliqué Marc, c'est un stock. Et donc ce déficit va se répercuter sur la dette
Et d'une certaine manière, donc, la dette publique, c'est un petit peu l'accumulation des déficits budgétaires année après année. Donc ça, c'est un petit peu la définition, disons, simplifiée de la dette publique. Alors regardons un petit peu leur évolution depuis un certain temps, depuis les années 70. D'ailleurs, en général, c'est à partir des années 70 que, véritablement, la dette publique en Europe va exploser. Donc, en général, pour pouvoir avoir un aperçu de la dette, on le compare, parce que sinon je vous montre des montants qui ne font que grimper, on le compare au produit intérieur brut, qui permet d'un peu relativiser les augmentations et de dire effectivement ça augmente par rapport à quelque chose qui normalement aussi augmente. Vous voyez très bien que dans les années 70, il va y avoir une augmentation. Là, je ne suis pas sûr de bien utiliser ça. Ça, non, c'est un raté. Le pointeur, c'est le bouton au-dessus. D'accord. Pas de bouton dessus. Fais-le par là. C'est quoi le bouton? Oui. Ah, oui, d'accord. Okay. Bon, voilà, on m'a expliqué. Pas très fort dans la technique. Donc, vous voyez, donc, dans le début des années 70, ce qui va augmenter légèrement au départ, c'est le fait qu'il y a la crise qui apparaît dans ces années-là, et donc il va y avoir un début de chômage important qui va se créer, et donc il va falloir financer par le déficit budgétaire. Et l'augmentation assez forte ici, que vous voyez très bêtement dans la plupart des cas, ici j'ai pris évidemment 5 pays qui sont relativement disons, entre guillemets, riches dans l'Union européenne, et ce sont les intérêts qui vont exploser, parce que aux États-Unis, une politique anti-inflationniste va être créée, et donc celui qui va mener cette politique anti-inflationniste, c'est le président de la Federal Reserve, donc la Banque centrale américaine, Paul Volcker, et pour pouvoir mener cette politique, il va hausser les taux d'intérêt jusqu'à 20%. Donc ça veut dire que, évidemment, tous les intérêts partout vont augmenter extrêmement fort. Et si les États-Unis, évidemment, demandent 20%, enfin, rémunèrent tous les capitaux qui arrivent chez eux à 20% au minimum, évidemment, les autres pays sont obligés d'augmenter, parce que sinon, tous les capitaux vont aux États-Unis et donc pas en Europe. Donc il va y avoir une explosion de la dette, et particulièrement de la dette belge, qui va vraiment monter à un niveau vertigineux, parce qu'effectivement, on va devoir avoir des taux d'intérêt extrêmement élevés, et évidemment, il va y avoir un effet qu'on appelle de boule de neige, parce que les taux d'intérêt vont commencer, et les charges d'intérêt vont commencer à devenir très très lourds, et il va falloir emprunter rien que pour payer les intérêts durant cette période. Et c'est ça qui explique que toutes les dettes vont être assez élevées à la fin des années 80. La dette belge, évidemment, est un petit record dans l'Union européenne, puisqu'à ce moment-là, on a dit qu'effectivement, c'est à peu près 134-135%. Et c'est à ce moment-là qu'on va décider de conduire l'Union européenne vers une zone monétaire, qui est celle de l'euro, et que donc on va appliquer un certain nombre de critères. Je ne vais pas les rappeler tous, je ne pense pas que ce soit très intéressant ici, mais en tous les cas, 2 critères sont absolument essentiels, parce qu'ils sont toujours d'application normalement. C'est que normalement la dette publique ne peut pas dépasser 60%, et le déficit budgétaire ne peut pas dépasser 3% du PIB. Donc j'ai mis ici effectivement le niveau de 60% pour vous indiquer le seuil à ne pas dépasser. Donc vous voyez que la Belgique effectivement est largement en dessous du seuil. Et donc la politique qui va être menée, évidemment, ce sont des politiques de réduction des dettes publiques. Et la Belgique, comme je l'ai dit, oui, même ici, parce que normalement l'entrée dans la zone euro va être fixée d'abord en 1999, et en deuxième temps, en 2001, lorsque effectivement on va diffuser la monnaie euro. Et en 1999, normalement, la Belgique va être, c'est ce que j'ai dit dans mon intervention, va être qualifiée alors qu'elle ne respecte pas clairement un des critères
et on va lui dire, ben, ok, vous pouvez quand même rentrer, mais dans ce cas-là, vous devez dégager des excédents. Et donc à ce moment-là, la Belgique va continuer à réduire très fortement sa dette publique. Alors je vous ai montré ici le cas des pays relativement riches au sein de l'Union européenne. Je vous montre ici le cas des pays qui sont, entre guillemets, relativement pauvres, hein, ceux qui se sont tombés d'ailleurs lors de la crise de 2008 dans les affres de l'austérité. Ce qui est intéressant ici, je n'ai pas osé mettre le 60% parce que ça n'aurait pas dit grand-chose. J'ai mis carrément le 100% pour vous montrer qu'actuellement, tous ces pays-là sont au-delà pratiquement des 100%. Mais ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'au départ, un certain nombre de ces pays étaient largement en dessous des 60%. Donc, par exemple, l'Irlande était à peine à 20% du PIB et l'Espagne était quasiment à 36%. Donc, rien que la crise les a fait vraiment augmenter leur dette à un niveau extraordinaire, qui dépasse largement presque tous les entendements. Et sur ce problème-là, l'Union européenne n'a fait aucune réflexion, mais aucune. Donc, l'intervention de l'Union européenne va être une intervention de type mécanique. C'est-à-dire que dès que les déficits budgétaires vont dépasser les 3%, l'Union européenne va mettre directement en place ce qu'on appelle des procédures d'ajustement budgétaire. Et là-dedans, donc sur les 27 pays, pays membres, 21 pays vont être concernés, y compris l'Allemagne d'ailleurs, 21 pays vont être concernés par ces ajustements budgétaires. Donc ils vont recevoir des recommandations pour dire qu'ils doivent absolument réduire leur budget et donc mener des politiques d'austérité. Donc évidemment ici, on est dans une catastrophe économique que l'Union européenne n'envisage, enfin ne conçoit, n'a pas véritablement de conceptualisation de quelque sorte que ce soit. Et c'est pour ça qu'effectivement, malgré tous les plans d'austérité qui sont menés dans tous ces pays-là, eh bien, la dette ne fait qu'augmenter. Puisque, effectivement, le principe de l'austérité, c'est on réduit les dépenses, mais si on réduit les dépenses, on a moins de recettes. Et donc, puisqu'on met un certain nombre de fonctionnaires au chômage, on diminue les allocations sociales, etc. Donc ça veut dire que ces gens-là ont moins de pouvoir d'achat, moins de pouvoir de dépenser, et donc il y a moins d'activité, donc ça réduit les recettes, etc. Et le FMI, d'ailleurs, entre parenthèses, a publié une étude assez intéressante parce qu'ils ont dit explicitement qu'ils avaient fait une erreur. Parce que leur principe même de politique d'austérité était basé sur le fait qu'il n'y avait qu'un seul pays qui était concerné, et que donc, effectivement, s'il n'y a qu'un seul pays qui est concerné par un problème, il peut très bien vendre à l'étranger. Mais ici, évidemment, tous les pays de la zone euro et même de l'Union européenne, et éventuellement même du monde, puisque la crise est mondiale, sont concernés. Donc ça veut dire que si on mène l'austérité dans un pays en disant, écoutez, si on va essayer de réduire vos salaires de telle manière que vous soyez plus compétitifs pour que vous puissiez vendre à l'étranger, mais à l'étranger, on mène aussi les mêmes politiques. Donc c'est une politique tout à fait stupide. C'est une politique non seulement sans fin, mais c'est une politique complètement stupide. Alors, les règles que je vous ai déjà dit, hein, donc les règles je ne vais pas passer, je vais simplement ajouter ici le TSCG dont j'ai parlé aussi, donc je vais pouvoir aller assez vite, c'est que, effectivement, non seulement on suit des politiques assez stupides, mais en plus on les aggrave. C'est-à-dire que l'Allemagne va demander à ce que, effectivement, on resserre encore plus l'étreinte budgétaire pour imposer une politique d'austérité encore plus forte. Et donc, ici, on a déjà discuté que le déficit budgétaire structurel, et que je vous ai bien précisé que ce que voulait dire structurel, c'est-à-dire que c'est hors élément exceptionnel, ne peut pas dépasser 0,5% du PIB. Mais quelque chose qui est plus intéressant pour nous, parce que, comme je l'ai dit, normalement, on doit avoir des excédents, c'est que normalement, un pays dont la dette dépasse 60% doit rembourser la différence, c'est-à-dire, je vais vous l'expliquer assez rapidement, la différence au rythme d'un 20e par an.
Qu'est-ce que ça veut dire? La Belgique, grosso modo, a une dette d'à peu près 100% du PIB. Normalement, elle doit arriver à 60%, ce qui fait une différence de 40%. On prend un vingtième de 40%. Je suppose que vous n'êtes pas tous des as en maths, vous aurez bien compris que ça fait 2%. Donc ça veut dire que chaque année, il faut réduire le déficit budgétaire de 2% au minimum. Ça, c'est la règle qui vient d'être émise par ce soi-disant traité. Et donc ça va concerner effectivement la Belgique. Ça veut dire que chaque année, on va devoir réduire de 2% au minimum du PIB le budget. Donc ça répond encore plus, de manière plus accrue, celui qui a demandé pourquoi est-ce qu'on avait ces politiques d'austérité sans fin. Bien voilà, ça c'est une des raisons. Et ça ne va pas nécessairement améliorer la situation économique, puisque, effectivement, chaque fois qu'on réduit les dépenses, ça a des conséquences sur l'activité et donc des conséquences sur les recettes. Oui. Oui. Parce que c'est 100 moins 60. Puisque la dette publique est à 100, donc la différence entre 100 et 60, c'est 40. Je pense que je n'ai pas dépassé le niveau de mathématiques. Alors, ça c'est ce qu'on peut voir dans les statistiques officielles, donc ça vient de Belgostat, c'est pas moi qui l'ai inventé, la répartition des différents détenteurs de la dette publique belge. Alors, primo, vous voyez que la banque centrale, c'est très très peu, c'est un petit montant, mais c'est très très peu, parce que normalement, effectivement, dans les règles de la Banque centrale européenne, il n'est pas dans les conditions que ces banques centrales puissent prêter aux États. Et donc, effectivement, ils ne prêtent donc qu'éventuellement des éléments très courants, mais pas à long terme. En second lieu, vous voyez bien que les particuliers, donc le fameux retraité qui détient la dette publique belge, vous voyez que sa part se réduit de plus en plus, ça ne fait plus que, grosso modo, à peu près 4%, ce qui veut dire que tout le reste, ce sont quasiment que des sociétés financières. Et le problème, c'est que, évidemment, la part qui a fortement augmenté, c'est l'étranger, et l'étranger n'est pas défini dans les statistiques nationales, parce qu'il paraît que ce serait un problème de révélation des institutions, des personnes qui se trouveraient éventuellement derrière. Et donc, normalement, on ne peut pas retrouver dans les statistiques de qui détient la dette. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est aller voir, mais ce que je n'ai pas fait, c'est aller voir dans la balance des paiements pour voir effectivement si on peut repérer des intervenants qui sont effectivement des détenteurs de la dette publique belge. Oui. Moi, il n'y a pas des gens là-dedans qui ont intérêt à garder un taux d'intérêt variable qui fait qu'on ne sait jamais descendre la dette pour continuer à gagner de l'argent chaque année? Ça, c'est sûr. Je me permets. Oui. Donc, je voudrais qu'on garde le principe, sauf s'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas compréhensible du tout. Sinon, on garde le principe des questions après. Donc, vous gardez votre question, vous avez la parole de premier pour la poser. Continuez, Henri. Donc, évidemment, quand je vois le graphique ici, vous voyez que donc, au départ, en 1990, la part des banques est extrêmement importante. Donc, évidemment, le monde financier s'est élargi, donc c'est normal qu'il y ait de plus en plus des fonds d'investissement, de placement, etc., qui augmentent leur part, mais probablement que, en fait, ici, ce qui étaient des banques belges, sont devenues, en fait, ici, des banques étrangères. D'autant qu'en plus, une partie des banques belges sont devenues étrangères, parce que, effectivement, la BBL, par exemple, est devenue ING, etc. Alors, ceci, c'était pour la Belgique. Donc, j'ai fait ici la part au niveau de l'ensemble de la zone euro, qui détient les différentes dettes cumulées des pays. Maintenant, ils sont 19, mais à l'époque, ils étaient encore que, je pense, 17. En 2010, ils n'étaient que 17. Pays membres de la zone euro. Bien que ça, on voit à peu près la même chose. Donc, la Banque centrale, c'est très très peu. Les banques
national, c'est toujours un montant important. Ils sont progressivement rattrapés par les autres sociétés financières. Bon, les particuliers et les entreprises, ça devenait très peu, puisque c'est plus que, pratiquement que 8%. Donc la Belgique, ici, est encore plus bas que ce niveau-là. Et évidemment, la grosse part devient l'étranger. Il faut bien comprendre ici que, évidemment, dans l'étranger, ce n'est pas les étrangers hors zone euro, ça peut être aussi les étrangers dans la zone euro. Par exemple, pour l'Allemagne, ça peut être des banques françaises qui détiennent une partie de la dette allemande et qui se trouvent évidemment dans étrangers, puisqu'ils sont étrangers par rapport à l'Allemagne. Alors, évidemment, pour les dettes qui ont explosé récemment, il y a une banque qui a fait donc le travail que je n'ai pas fait, qui est la banque Natixis en France, et qui a réparti un petit peu, essayé de répartir en fonction des différents acteurs étrangers, d'où venait, qui détenait plutôt la dette d'une série de pays qui vont effectivement faire la une bientôt, à partir de 2008, la une des journaux, même pas seulement économiques, pratiquement tous les journaux. Eh bien, on voit que une partie de la dette importante venait à la fois des sociétés financières et des banques françaises et allemandes. Donc on voit ça pour l'Italie, on voit ça pour l'Espagne, pour l'Irlande c'est un peu moins important, mais pour la Grèce c'est pas mal non plus, hein, puisque ça représente un montant d'à peu près 70 milliards d'euros, et pour le Portugal aussi. Et donc vous voyez que ces banques effectivement étaient très impliquées dans les différents emprunts des États européens, et on a appliqué en fait une politique de résolution des dettes publiques, de ces dettes publiques aussi importantes, qui va être favorable à ces entreprises, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place ce qu'on va appeler au départ un mécanisme européen de stabilité qui va faire en sorte que ce sont ces mécanismes, donc ce fonds qui va progressivement reprendre une partie des dettes publiques lorsque la dette publique, comme on a essayé de l'expliquer dans l'exposé précédent, hein, donc lorsque la dette publique vient à échéance, il faut la renouveler, puisqu'on ne la paye pas, en réalité, on la renouvelle, et donc dans le renouvellement, ce n'est plus la banque qui va être le détenteur de la dette, mais ça va être le mécanisme européen de stabilité qui va reprendre la dette de la banque privée. Et donc ça va avoir comme effet que, par exemple, pour la Grèce, eh bien aujourd'hui, donc la dette est à peu près à une centaine de... Enfin, ils sont à 175% du PIB pour l'instant, mais je vais vous montrer ça aussi. Mais donc vous voyez que le montant c'est de 320 milliards. Donc vous vous souvenez que les banques étrangères avaient, en tous les cas françaises et allemandes, avaient 70 milliards d'euros. Donc ici vous voyez qu'aujourd'hui le principal détenteur de la dette publique c'est le Fonds européen de stabilité. Je ne sais pas parce que je n'arrive pas à lire, moins d'où je suis, mais c'est normalement le Fonds européen de stabilité. Les États ont eux-mêmes une bonne partie de la dette, le FMI, puisque le FMI a mis aussi un peu d'argent, la Banque centrale a un petit peu une partie, et en réalité, les autres, ça ne représente plus grand-chose. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cas de la Grèce, qu'est-ce qu'on a fait dans le plan de sauvetage? On a effectivement essentiellement sauvé les banques. Il n'y a pas qu'on a sauvé la population grecque, parce qu'elle passe un très mauvais quart d'heure. Alors ça, c'est l'évolution de la dette grecque, et pour montrer aussi la stupidité des plans d'austérité. Donc vous voyez que ici, donc en blanc, c'était la dette, et en rouge, c'était le PIB. Donc à peu près, pendant toutes les années, c'est évidemment normalement une dette trop élevée par rapport aux critères de Maastricht, mais en tous les cas, il y a une évolution parallèle. Au moment où la crise arrive, évidemment, le PIB il chute et la dette continue. Alors ici, il y a eu un ajustement au moment où la dette était tellement élevée qu'on a dit aux banques privées, vous devez quand même une fois accorder un petit geste pour réduire la dette, et donc on voit que depuis lors, la dette est stabilisée, plus ou moins. Par contre, la raison pour laquelle on est arrivé à 175% du PIB, c'est tout simplement parce que le PIB continue de chuter. Et donc, en réalité, donc, quand on voit ça, normalement, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme politique? C'est de dire, il faut faire en sorte que le PIB reprenne, parce que sinon,
on ne va jamais rembourser la dette. Et ce n'est pas du tout dans les cordes et dans les plans de l'Union européenne. Alors, on a parlé des banques centrales, donc vous voyez que normalement les banques centrales sont parfois des acteurs qui permettent de financer les dettes publiques. Donc, nos amis très libéraux, paraît-il, anglais par exemple, ça représente 23% de la dette publique anglaise. Les Américains qui sont, paraît-il, aussi très libéraux, c'est 12%. Le Japon, c'est 9%, mais la zone euro, c'est seulement 6%. C'est même moins, en fait, que vous avez pu voir les derniers chiffres, parce que ça, c'est 2010. Je pense que j'avais des chiffres qui étaient encore moins importants après. Donc, ça veut dire qu'on s'empêche, là, une possibilité, c'est-à-dire qu'une partie du financement de la dette pourrait être opérée par la Banque centrale, et donc, évidemment, les conditions dans lesquelles la dette pourra être émise et donc remboursée seraient évidemment beaucoup plus très différentes que lorsque ce sont les marchés et les banques privées sur ces marchés qui font la pluie et le beau temps. Alors, je vais terminer par là, donc je pense que je suis plus ou moins dans les temps, tu vois. Ah oui, tu vois. Je vais recevoir parce que d'habitude je suis assez bavard. Mais peut-être que je vais me rattraper ici. C'est cette dernière dia. C'est justement pour lancer un peu le débat, pour dire voilà quels sont les moyens qu'on peut utiliser par rapport à la dette publique. Parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, et donc évidemment j'ai pris ici tous les moyens possibles et imaginables. Hein, je n'ai pas dit qu'il y en avait certains que j'acceptais. Et donc premièrement, le premier moyen c'est augmenter les recettes. Donc on peut augmenter les recettes sur le revenu. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de règles qui sont assez mal foutues. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la fiscalité, sur les revenus, mais comme on va avoir un débat là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, donc je pense qu'au niveau d'augmenter les recettes sur les revenus, ça va être assez difficile parce que normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt un réajustement, de telle manière que normalement, les personnes qui gagnent le plus payent un peu plus et celles qui gagnent le moins payent un petit peu moins. Donc on risque d'avoir le fait que l'un va compenser l'autre. Donc c'est pas sûr qu'on va gagner grand-chose là-dessus. Deuxième chose, c'est la consommation, la fameuse TVA. Et donc ça, c'est effectivement l'impôt le plus injuste qui existe, puisque tout le monde est, peu importe son revenu, est taxé grosso modo de la même manière. Quelqu'un qui m'a dit que normalement, quelqu'un qui est riche consomme un peu plus que celui qui est pauvre, ça c'est vrai, mais la différence n'est pas du même type que sur le revenu. Donc c'est-à-dire que n'importe qui, à un moment donné, sa consommation elle est limitée. Hein. Donc si je mange par exemple, mettons, je sais bien que pour l'instant il y a beaucoup de propagande sur le fait qu'on ne doit pas manger beaucoup de viande, mais je vais prendre quand même cet exemple-là parce qu'il me vient à l'esprit. Si vous mangez 200 grammes de viande par jour, et si subitement vous doublez votre revenu, vous devenez 2 fois plus riche, là, vous ne mangez pas 400 grammes de jour par viande. Hein. Il n'y a pas de lien. Mais c'est la même chose en général, surtout. Et donc, autre, c'est-à-dire qu'on peut effectivement introduire ou bien élargir des autres types d'impôts, comme par exemple sur le patrimoine, mais on pourrait imaginer aussi des impôts sur les plus-values boursières, etc. Donc ça, c'est une première possibilité pour effectivement réduire la dette. C'est en général, au niveau de l'Union européenne, ce sont des recettes qui sont systématiquement rejetées. La seule qui est acceptée, c'est l'impôt le plus injuste, c'est-à-dire d'augmenter la TVA, ce que, notamment, la plupart des pays du Sud ont fait. Donc ils ont à peu près tous augmenté le niveau de TVA, donc ils avaient des taux parfois de 16 ou 18%, ils ont augmenté jusqu'à 19, 21%, etc. Deuxième possibilité, c'est diminuer les dépenses. Ça, l'Union européenne, évidemment, elle est totalement en accord avec ça. C'est-à-dire que c'est assez simple, il suffit de réduire tous les postes de dépenses, dire, ben, voilà, comme Marc l'a dit, subitement dire, ben, voilà, vous diminuez de 20% d'un coup vos frais de fonctionnement, etc. Et vous diminuez le nombre de fonctionnaires, vous diminuez les allocations sociales, etc. Donc évidemment, ça a un coût, et c'est pas sûr d'ailleurs que ce soit très efficace
comme on a vu dans les graphiques. Donc j'ai montré les graphiques qui montraient que, effectivement, malgré tout, les dettes continuent à exploser, les déficits n'étaient pas résorbés, parce que, évidemment, quand on diminue les dépenses, ça a une influence sur l'activité, et donc l'activité, c'est là-dessus que les recettes fiscales sont payées. Donc si on diminue les dépenses, on a automatiquement une réduction des recettes, et ça fait ça compense, et donc on n'a pas le gain souhaité. Troisième possibilité, on peut augmenter le PIB, donc essayer de mener une politique. Je sais bien qu'en général, pour l'instant, dans les milieux gauches, on n'aime pas trop le terme de croissance, mais comme on est en crise, quand même, il faut bien dire qu'à un moment donné, c'est une manière de résoudre ce problème-là. Mais ici, il est clair que dans les critères européens, puisqu'on ne peut pas dépasser les déficits budgétaires, on ne peut pas dépasser les dettes publiques, évidemment, tout ce que l'État peut éventuellement mettre sur la table ne va pas être retenu. Comme je l'ai dit, on a même restreint les critères, donc c'est encore plus resserré, on peut encore moins faire. Et le privé, lui, il attend tout simplement une relance de l'économie, donc une relance de la demande qui ne vient jamais. Et donc le niveau le plus alarmant actuellement dans l'économie européenne, c'est que le niveau des investissements privés, il est 20% de celui qu'il était en dessous de celui qu'il était avant le niveau duquel il était avant la crise. Et donc c'est ça qui fait baisser en fait tout le PIB et qui cause en fait aujourd'hui la crise économique dans l'Union européenne et dans la zone euro. C'est que les investissements privés ne reprennent pas. Donc normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est justement faire en sorte qu'il y ait, par exemple, des investissements publics pour justement compenser cette perte au minimum. Compenser cette perte. On va avoir d'autres solutions, mais d'un point de vue économique strict, on pourrait dire ça. Alors, une autre solution, c'est l'inflation. C'est-à-dire qu'on va créer suffisamment de monnaie, et donc ça va automatiquement dévaloriser tout le capital, et donc évidemment la dette publique aussi. Donc ça veut dire que s'il y a plus de monnaie en circulation, la monnaie en soi a moins de valeur, donc la dette publique qui est définie dans une monnaie bien particulière va automatiquement avoir une diminution de valeur. Mais le problème, c'est qu'évidemment, il y a deux problèmes. C'est que lorsqu'on relance l'inflation, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de problèmes, parce qu'on est plutôt dans des situations de déflation, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une situation où on risque d'avoir une baisse des prix, où on est déjà, d'ailleurs, dans une certaine mesure, dans une baisse des prix. Donc, pour l'instant, les risques d'inflation sont assez limités. Mais si on relance l'inflation, on peut relancer l'inflation, mais on ne sait jamais, on sait quand elle démarre, mais on ne sait jamais quand elle s'arrête. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que ce n'est pas du tout une répartition équitable des problèmes, parce que tous les gens qui sont endettés vont se retrouver effectivement mieux, grosso modo, et ceux qui ont un crédit, eux, vont se retrouver moins bien. Et donc, ce n'est pas une répartition entre riches et pauvres, parce qu'effectivement, peu importe que vous soyez riche ou pauvre, eh bien, vous allez être touché par l'inflation d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas très bien qui va bénéficier de l'inflation, c'est ce que je viens de dire, donc c'est-à-dire que celui qui est fortement endetté, il va en bénéficier, celui qui est fortement créditeur, il va en pâtir. Ça c'est clair. Mais sinon, au-delà de ça, on ne sait pas très bien qui va en profiter et en pâtir. Mais pour l'instant, c'est une solution qui, par exemple, la Banque Centrale Européenne est occupée à utiliser. C'est-à-dire qu'ils sont occupés à faire tourner la planche à billets, justement parce qu'il n'y a pas d'autre politique européenne vraiment menée pour essayer de résoudre les problèmes. Et dernière possibilité, c'est qu'effectivement, on annule la dette en totalité ou en partie. Le problème, évidemment, c'est que si on annule la dette dans le système dans lequel on est, évidemment, on va avoir un problème pour refinancer la dette lorsqu'elle vient à l'échéance. Parce que vous comprenez bien que si vous dites, ah ben, voilà, maintenant, je supprime cette partie de la dette, vous n'aurez plus beaucoup ces banques et ces sociétés financières qui vont se ruer pour aller chercher une nouvelle partie de dette, parce que si vous dites à tout moment vous pouvez la supprimer, ça risque d'être un petit problème. C'est une simple écriture scripturale. Ça peut avoir de l'effet parce que donc normalement, comme j'ai dit, une bonne partie de la dette est détenue
par les banques et les sociétés financières, mais donc évidemment les sociétés financières sont elles-mêmes souvent largement créditrices, ou débitrices plutôt, par rapport aux banques. Donc tu risques de toucher tout le système bancaire. Supprimer une dette en particulier, par exemple, que ce soit la dette de la Grèce, je pense que le système bancaire pourrait, à mon avis, assez bien le supporter. Je ne pense pas que ce soit... Surtout que je vous ai montré qu'en plus, c'était plus le système bancaire qui avait la dette. Mais non, mais supposons maintenant la Belgique. Si on supprime la dette de la Belgique, effectivement, je pense que le système bancaire en survivrait à ça. Mais si vous supprimez la dette de la Belgique, vous pourrez éventuellement supprimer la dette de la France, etc. Et donc ça risque de devenir un peu énorme. Oui, mais c'est des gens très riches. Okay. C'est pas très grave. Je vous propose de... Tu as terminé? Je pense. Parce que là, c'est la fin. Là. Grand merci, c'était vraiment très très chouette. Pour revenir justement à cette écriture donc, qui permettrait d'adoucir le problème, cette écriture ne va pas se faire nécessairement au niveau des banques ou au niveau des États, elle peut se faire au niveau de la Banque Centrale Européenne. Et cette Banque Centrale Européenne, quelque part, effectivement, il s'agirait d'une écriture structurale, dans la mesure où, si après avoir annulé ses dettes, effectivement, elle voit donc son bénéfice être réduit d'autant et donc son propre fonds d'autant, comme les banques centrales, elle peut souscrire par elle-même, avec l'argent qu'elle crée, à la reconstitution de ses fonds propres. Donc on peut effectivement arriver à supprimer l'ensemble des dettes, ou en tout cas une grande partie des dettes, par un jeu d'écriture qui ne fait en fait du mal à absolument personne. Et d'une certaine façon, c'est ce qui est en train de se produire, ou ce que je pense que l'Europe est en train de faire. Donc l'Europe ne fait peut-être pas que des mauvaises choses, mais au sein de ce plan donc, de quantitative easing qui sont mis en place, ils ont bien indiqué que l'ensemble des banques centrales nationales pouvaient acquérir jusqu'à 33% de leurs dettes propres. Ça veut dire qu'on va retrouver une renationalisation, on va dire, des publics monétaires, que les banques centrales, chacune d'entre elles, vont se retrouver à la tête de 33%, c'est-à-dire exactement la différence entre le niveau moyen de l'endettement que l'on connaît de 93% et les 60% critères de plastique. Et que toutes ces banques-là, à leur niveau propre, vont pouvoir annuler leurs dettes, ce qui sera favorable, je dirais, tant à l'Allemagne qu'à la France, qu'à l'ensemble des pays. Donc je pense qu'il y a moyen de régler le problème sans causer de tort, sans devoir passer par François, pour toucher plus loin, il vient déjà sur des pistes qui seraient en partie initiées déjà et à pousser plus loin avant de laisser Henri réagir. Est-ce que vous aviez d'abord des questions de compréhension par rapport à tout ce qui a été dit? Moi j'ai une question un peu sur la conclusion à discuter de la question de la dette. Finalement, ce barème à 60% et tous les enjeux que l'institution européenne impose, c'est quoi les conséquences et les enjeux d'avoir une dette inférieure à 60% ou quelconque barème, vous savez. Et finalement, c'est quoi les conséquences pour l'économie d'avoir une dette élevée ou faible? Enfin, je n'ai pas l'impression que ça a été vraiment évoqué, sinon les modalités de cette dette. Moi j'avais une question concernant la dette, sur le rôle, comme quoi la Banque Centrale Européenne ne peut pas donc financer les États. Et c'était quoi l'argument à la base pour faire ça, puisque quand même les Américains, même les Anglais ne le font pas. Et donc qu'est-ce qu'ils ont avancé comme argument quand ils ont décidé ça? Parce qu'ils ne sont pas dit on va juste donner plus d'argent aux banques, il y avait quelque chose de plus officiel que ça. Et je me demandais c'était quoi. Oui, merci. Encore une question de pure curiosité. Existe-t-il un moyen économétrique de savoir quand on prend une mesure pour juger la dette, combien de temps ça va prendre pour la voir se réaliser? Est-ce qu'il existe des logiciels qui permettent de dire qu'une telle solution va moi, ça va réaliser, concrétiser dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Merci. Henri, Oui. Donc, c'est quoi les conséquences d'une dette élevée? Pourquoi les banques centrales ne peuvent pas financer les États? Comment on voit le résultat possible de... Bon, on va les prendre une par une. Tu démarres, c'est quoi les conséquences d'une dette Je vais élevée? faire en envers, parce que la première, je ne sais pas. La dernière, je ne sais pas, parce que je ne fais pas des... D'abord, ce n'est pas mon sujet premier, la dette publique, donc je ne suis pas... donc je ne suis pas ça régulièrement. Donc deuxièmement,
Donc je ne sais pas, je suis assez sceptique sur les résultats économétriques parce que les paramètres, en général en économie, sont normalement des paramètres de sciences sociales, donc ça veut dire que ça peut évoluer assez rapidement dans tous les sens. Donc je suis assez sceptique sur le fait que dire ça peut être un instrument qui peut éventuellement prouver quelque chose de la manière dont ça peut se passer, mais en général il y a d'autres éléments qui vont perturber, qui vont faire en sorte que j'ai pas beaucoup de confiance dans la fiabilité de ces modèles. Alors pourquoi est-ce que on a décidé de les critères que normalement les banques centrales ne prêtent pas de l'argent, tout simplement parce que on a peur que la banque centrale. Donc en fait, c'est toute une série de mesures. Je vais plutôt commencer comme ça. C'est plutôt toute une série de mesures qui rendent la banque totalement indépendante et qui se fixent un seul critère pour la mission que doit suivre la Banque centrale européenne, c'est-à-dire la stabilité des prix. Et de ce fait-là aussi, cette Banque centrale est dite indépendante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les membres du directoire sont désignés par les États européens. Donc je ne rentre pas dans le processus, mais ça passe par toute une série au niveau du Conseil européen, et puis les États interviennent, même le Parlement doit donner son accord. Et une fois qu'ils sont désignés, en principe, ils ne doivent plus rendre compte à quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner leur politique pratiquement sans devoir rendre des comptes. D'ailleurs, en général, ça arrive que le président de la Banque centrale vienne devant le Parlement européen, mais normalement, il n'est pas obligé. Et de toute façon, même le Parlement européen peut dire, écoutez, votre politique est complètement stupide, et bien, ça n'aura aucun effet parce que il peut suivre sa politique comme il veut. Et donc, tous ces éléments-là ont été déterminés au moment de la conclusion de Maastricht parce que, à ce moment-là, les Allemands ont accepté de se séparer du Deutsche Mark. Or, le Deutsche Mark était une monnaie extrêmement solide, et donc pour pouvoir convaincre les Allemands de se séparer de cette monnaie-là, les autres Européens, en particulier les Français, ont dû concéder toute une série d'avantages ou de présupposés. Enfin, de concéder des concessions, c'est un petit peu... Faire des concessions. Donc ils ont dû faire des concessions, si tu veux. Effectivement, et donc ce sont les Allemands qui ont dit ben, notre banque, elle est indépendante, elle a comme mission principale de suivre uniquement l'inflation, et donc ce sont tous les mêmes préceptes qui sont donc entrés dans la Banque centrale européenne. Donc ça c'est la raison pour laquelle, à la fois en termes argumentaires et en termes de comment ça s'est fait concrètement. Ça, je pense que ça répond plus ou moins à... C'est comme ça pour la Banque centrale allemande, c'est Oui. comme ça déjà. Oui. Et même ça fait comme ça en partie dans d'autres pays européens, parce qu'avant que la Banque centrale européenne soit fondée, les autres banques, les autres pays ont pris comme exemple la Bundesbank, c'est-à-dire la Banque centrale allemande, parce qu'effectivement elle était la plus efficace et c'était le mark qui était la monnaie dominante au sein de l'Union européenne. Donc effectivement, à ce moment-là, les autres ont commencé à appliquer les mêmes méthodes. Donc évidemment, ça a facilité le fait qu'on a transféré à peu près les mêmes principes vers la Banque centrale européenne. Alors il y avait une question, Oui, c'est quoi les conséquences d'une dérivée? Oui, c'est pour ça que c'est effectivement plus compliqué à répondre, c'est pour ça que j'ai laissé ça... Ah bon? Donc normalement, il n'y a pas de conséquences. Donc, par exemple, il n'y a pas de conséquences, on ne peut pas dire, voilà, parce que le niveau de la dette est autant, il y aura ça comme conséquence. Donc, je peux prendre l'exemple du Japon. Le Japon a une dette par rapport à son PIB de à peu près 230% de son PIB, 230%. Donc, le Japon ne pourrait pas faire partie de la zone euro, par exemple. Hein, donc, je ne pense pas qu'il est demandeur non plus, mais
si jamais il faisait sa demande, il ne pourrait pas. Et ça ne lui pose aucun problème. C'est-à-dire qu'il peut se refinancer sans problème. Et parce que, en fait, une grande majorité des détenteurs de la dette japonaise, ce sont des Japonais ou des institutions japonaises. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur même du pays, et donc c'est le pays qui finance lui-même sa dette publique. Et donc il n'a aucun problème. Les États-Unis ont une dette qui dépasse maintenant les 100% du PIB, une dette publique qui dépasse les 100% du PIB. Donc là, lui aussi, il ne pourrait pas rentrer dans la zone euro. Donc, vous voyez que les critères sont très excluants. Eh bien, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas de problème, mais en tous les cas, ils payent normalement relativement peu sur leur dette parce que c'est l'économie la plus importante dans le monde, et donc tout le monde fait confiance que les États-Unis seront capables de rembourser leur dette. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est qu'un critère subjectif qui est établi, on dit par le marché, mais évidemment le marché c'est une abstraction, donc c'était effectivement par les sociétés financières qui sont les plus importantes sur les places financières, donc des banques, etc., de savoir si effectivement l'acteur, donc l'État ici, sera plus ou moins capable de rembourser la dette. Et donc si ces acteurs pensent qu'il ne pourra pas rembourser la dette, alors effectivement les agences de notation vont dégrader la dette, et donc l'État devra rembourser de plus en plus et devra payer des intérêts extrêmement élevés. Pour te donner une idée, pour illustrer ça, à un moment donné, donc vers 2010-2011, la Grèce, eh bien, s'il devait à ce moment-là aller sur le marché et emprunter au taux du marché, il devait rembourser ses emprunts à 35% l'an. 35% l'an. Donc, à ce niveau-là, même le Luxembourg, qui est l'État normalement de l'Union européenne qui a les meilleures finances publiques, n'irait pas sur le marché. Ok. Henri, je te propose maintenant, sauf s'il y a encore des questions vraiment de compréhension, d'accord. Alors allez-y. Moi, ça concernait le premier schéma que vous aviez parlé des taux d'intérêt. Et vous avez dit que dans les années 70, les États-Unis ont dit OK, maintenant vous m'en remboursez à 20%. Ça veut dire que le taux est flexible d'une année à l'autre, ils ont pu choisir. La question, c'est qui fixe les taux d'intérêt ou oui, comment ils se fixent? Oui, voilà. Et c'était bien une dette interétatique dont vous parlez? Non, c'était pas ça. Oui, voilà, j'ai pas compris. Si vous... Tu peux revenir là-dessus? Oui, donc donc en réalité, au départ, c'est un problème d'inflation. Donc à l'époque, dans toutes les années 70, il y a une inflation assez élevée. Ça veut dire que les prix augmentent assez régulièrement. Et à cette époque-là, d'ailleurs, dans la plupart des pays, disons, développés, l'augmentation, c'était même à deux chiffres. Donc c'était, par exemple, 10% l'an, ou même parfois plus, d'augmentation des prix. Et pour pouvoir essayer de juguler cette augmentation des prix, qu'est-ce que la présidente de la Banque centrale américaine a fait? C'est de resserrer le crédit. Alors, une des manières de resserrer le crédit, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Parce qu'effectivement, si les taux d'intérêt sont très élevés, à ce moment-là, les crédits vont être très très chers. Donc les gens empruntent moins. Donc les gens emprunteront beaucoup moins. Pas seulement les gens, les entreprises vont emprunter beaucoup moins. Donc il y aura moins de liquidités sur le marché. Et donc on va contraindre l'activité économique. On va, d'une certaine manière, créer une crise, qui va d'ailleurs être extrêmement importante aux États-Unis, mais dans d'autres pays aussi. Donc dans les années 79, 80, 81 jusqu'à 82, il va y avoir une crise assez importante à ce moment-là. Donc la manière dont se fixent les taux, donc la Banque centrale a la capacité de fixer ce qu'on appelle le taux directeur, c'est-à-dire que normalement, en général, donc effectivement, ce sont les banques qui s'approvisionnent à la Banque centrale. Et donc, si la Banque centrale met un taux de 20%, automatiquement, puisque les banques peuvent toujours aller s'approvisionner à la Banque centrale, ça veut dire qu'eux-mêmes, lorsqu'elles vont faire des crédits aux entreprises, elles vont faire 20% plus leur propre marge, pour avoir à la fois un bénéfice et pouvoir calculer le risque du client. Donc ça veut dire que les taux d'intérêt étaient vraiment astronomiques.
Et donc c'est ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, donc, ça va restreindre l'activité, ça va restreindre la masse monétaire en circulation, ça va donc restreindre les prix. Alors, Et on va mener d'une certaine manière une déflation. Mais la déflation est presque. C'est plus une réaction après. oui, je proposerais que tu reviennes maintenant sur ce que François a dit. Donc, il a indiqué une piste de solution qui semblait déjà en cours par rapport à l'action de la Banque Centrale Européenne actuellement. Oui, à part que, de fait, donc, pour l'instant, la Banque Centrale est occupée à effectivement un peu mettre des liquidités, donc de racheter en fait des crédits, des titres que les banques ont et qui sont, entre guillemets, disons, principalement, oui, c'est entre le toxique et le peu liquide. Hein, donc, il y en a certains qui sont toxiques parce qu'on pense que véritablement, on ne va pas pouvoir les rembourser. Il y en a d'autres qui ne sont pas liquides parce que c'est plutôt une question de moment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir facilement les mettre sur le marché et on ne peut pas en avoir en retour les avantages qu'on espère. Mais que peut-être que dans quelques années, ça pourra être le cas. Et de fait, là, c'est quand même une politique qui, disons, avantage les banques privées, parce que c'est vraiment la Banque centrale qui est occupée à prendre un peu, à vider les poubelles des banques privées et à se constituer sa propre poubelle, hein, d'une certaine manière. Donc ça veut dire que ça met, c'est un petit peu comme les déchets nucléaires, ça veut dire qu'on ne sait pas où les mettre et on les met dans la... Dans la banque. Ce n'est pas... je voulais juste me permettre une seconde. Vous êtes plein à avoir les sourcils froncés et tout. Je voudrais juste un petit retour de votre part. Est-ce que ça va? Est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que ça répond à vos attentes? Oui? N'hésitez pas à dire, hein, je veux dire, c'est un moment pour vous, c'est pas un colloque abstrait, voilà. Donc, moi je voudrais quand même encore revenir sur la notion d'inflation, puisque c'est la cause première apparemment de la hausse d'intérêt. L'inflation, elle a une raison, enfin non, la lutte contre l'inflation plutôt a une raison, c'est qu'elle grève le patrimoine, le capital. Donc, c'est là la cause réelle. Et donc, je suppose qu'il y a eu un lobby des détenteurs de patrimoine dans les années 70 pour faire en sorte que les taux augmentent. On voit souvent circuler sur Internet un graphique de la France qui remonte jusqu'aux années 70, parce que dans les années 70, en France notamment, mais dans d'autres pays aussi, l'État empruntait directement à la Banque centrale à un taux préférentiel, au taux équivalent à celui qu'empruntaient les banques privées. Et selon ces graphiques, si on prolonge jusqu'à aujourd'hui, si on en était resté à cette situation d'emprunt direct à la Banque centrale, vu le différentiel entre ce que prend la banque privée par rapport à la Banque centrale, la dette serait tout à fait supportable. Et donc, est-ce que... Il faut savoir aussi, donc maintenant on recourt, les États sont obligés d'aller sur le marché privé. J'en reviens à mon idée de départ, qui est de dire que le marché privé subissait l'inflation. Donc, s'il y a inflation, que l'État est obligé d'emprunter sur le marché privé, ben, qui prête ceux qui ont du patrimoine. Donc, quelque part, ils prennent une marge d'intérêt sur l'État et c'est une compensation, quelque part, à ce qu'ils perdent de l'autre côté avec l'inflation. Donc, on joue là aussi, il y a des gens qui sont gagnants des deux côtés. Et j'ajouterais même en plus que, comme vous l'avez présenté dans votre graphique, aujourd'hui les dettes sont détenues par des institutions étrangères. Derrière ces institutions étrangères, il y a pour parier, je n'ai pas fait d'analyse là-dessus, mais il y a pour parier qu'on retrouve une part de la fraude fiscale qui est partie dans certains paradis et qui nous revient de ce côté-là. Et donc, de nouveau, on va retrouver les détenteurs de patrimoine et de capital qui détiennent finalement notre dette publique par ce biais-là. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans les solutions, en revenir à un système où l'État emprunte directement à la Banque centrale, avec un taux préférentiel, en tout cas le taux identique à ce que la banque prête aux institutions privées. Mais comme le problème de l'inflation, il faut savoir que la dette publique, globalement, au niveau mondial, aujourd'hui, la dette publique, c'est un tiers de l'endettement global.
il y a à peu près 220 000 milliards selon les sources d'endettement mondial, hein, public, entreprises et ménages, et l'endettement public, c'est à peu près 70 000. Donc, c'est un tiers, c'est quand même important. Donc, si les États empruntent énormément, forcément, ça va nous jouer sur l'inflation. Mais pour contrôler, il faut dire aussi que les États, surtout dans les années 70, ont fait un peu n'importe quoi, puisque l'argent était facile. On a trouvé avec le pays d'autoroutes, on bétonnait partout, etc. On a engagé dans le secteur public par clientélisme, etc. Et donc, pour éviter des dérives de ce type-là, mais alors des traités comme le TSCG ne sont pas si mauvais que ça. Élaborés, beaucoup plus élaborés, un peu dans le sens de ce que l'écolo a voulu faire chez nous. Il y avait mauvaise conscience de devoir le voter tout en étant dans la majorité, bien sûr. Mais enfin, l'écolo a voulu aménager le TSCG en laissant des marges pour les matières environnementales et sociales. Et donc, définir un traité qui ferait en sorte que les États, lorsqu'ils empruntent dans la Banque centrale, définissent des priorités de type environnemental, de type social, me paraîtrait une meilleure solution que là où on va aujourd'hui. Ok, merci. L'idée de supprimer effectivement les dettes de ces pays permettrait, c'est une question, éventuellement de ne pas justement faire effondrer tout le système de laver cet argent sale, qui est en fait l'argent, je dirais, de la mafia, de la prostitution, des marchands d'armes, and so forth. Hein. Donc tout ça permettrait peut-être de faire effondrer ce système-là. Hein. C'est peut-être une utopie. Et en fait, je me posais la question sur le graphique qui était très éclairant de la dette ici en fait. On voit quand même, et je me pose cette question si elle n'est pas hautement politique, de se dire que l'Allemagne, par exemple, et les Pays-Bas, on voit effectivement que leur dette, à un certain moment, augmente aussi, mais elle est relativement linéaire par rapport aux autres pays, qu'elle est complètement chaotique. Même dans la Belgique, par exemple, la politique de la Grande-Bretagne, en étant très libérale, elle est très chaotique. Mais on voit que l'Allemagne et le Pays-Bas, dans votre graphique, est relativement, je dirais, linéaire. Est-ce que ce sont vraiment ces politiques, je ne sais pas, d'austérité ou de bon père de famille qui permet, en fait, malgré que l'Allemagne a quand même supporté également l'effondrement du mur, donc à un réinvestissement, réinjecter de l'argent. Je me pose cette question-là, voilà, par rapport aux pays environnants, aux pays riches. Voilà. Merci. Pour essayer de comprendre cette politique dont on a dit qu'elle était assez subjective, comme est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché derrière tout ça? Parce que derrière la politique européenne, tu veux dire? Que quoi? Derrière la politique européenne? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché? L'agenda caché, au fond, on le voit tous les jours, c'est qu'on va droit dans le mur dans nos services publics et que ça prépare doucement la privatisation des soins de santé, de tous les services publics. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir là-dessus? Est-ce que c'est comprendre, une façon de comprendre aussi toute cette politique qui est au fond qui détruit un petit peu, enfin voilà, c'est une façon plutôt que techniquement d'expliquer par des logarithmes ou je ne sais pas tout quoi, mais au fond il y a un agenda caché derrière. Voilà, une question toute simple, mais je ne sais pas si elle vient dans le débat ou quoi, mais enfin, au niveau compréhension, je crois que ça aiderait beaucoup à comprendre. Si c'est vrai, si de fait, il y a cet agenda caché ou pas. Donc l'agenda caché, c'est étrangler les services publics pour les faire s'effondrer en les privant de rentrer. Henri, tu reprends la main sur ces deux dernières questions. Donc supprimer les dettes, est-ce que ça n'équivaudrait pas quelque part à laver l'argent sale et à faire s'effondrer les systèmes mafieux, paradis fiscaux, etc. Et il y a la question aussi de pourquoi est-ce que l'augmentation de la dette allemande et d'autres pays est beaucoup plus lissée que chez nous, moins chaotique. Et puis la question de l'agenda caché. Je pense que normalement, c'est la dernière question à laquelle je peux le mieux répondre, parce que je ne suis pas un spécialiste, donc de savoir de quelle manière, à travers la dette publique, on lave de l'argent sale, donc j'en sais rien. Probablement, ce sera mieux de poser la question à François Gop. François Gop qui interviendra en dernier lieu sur la question des paradis fiscaux et la fraude. Donc là,
moi je pensais que j'ai déjà entendu d'autres mécanismes pour laver l'argent sale qui ne passaient pas du tout par les aides publiques, donc je ne suis pas sûr que... Par exemple, les paris sportifs, c'est très facile. C'est, à mon avis, c'est plus simple. À mon avis, la dette publique, c'est assez quand même encadré. Et donc, c'est probable qu'effectivement, dans la masse de ce que les sociétés financières ont, ils ont tout. Alors, il y a probablement aussi de l'argent sale. Hein, donc, ça, probablement, il n'y a pas de problème. Mais je ne saurais pas dire exactement la proportion. Et je n'ai pas étudié l'Allemagne et les Pays-Bas en particulier pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ont une politique plus lisse. De toute façon, ils ont une économie en général qui se porte mieux. Donc ça rend déjà, au niveau de l'Allemagne, en tous les cas, une explication pourquoi est-ce qu'effectivement l'endettement public ne doit pas être aussi important. Parce qu'ils ont déjà une économie qui se porte relativement bien, donc il n'y a pas nécessairement nécessité de faire autant d'investissements. Ça, alors là, on rentre dans un débat qui est beaucoup plus large, ce qui tient à la structure économique de l'Allemagne. Donc ça va un peu dépasser le cadre de mon exposé. Là, je crois que je dois normalement leur prendre quasiment une demi-heure pour expliquer le système allemand dans son ensemble. Je crains fort que ça va être un peu long. Qu'est-ce que j'avais encore comme question oui, celle de François, l'agenda caché. Oui, de Francis. Ah, oui. La question de l'agenda caché. Est-ce qu'il y a... L'idée, c'est de privatiser tout parce que l'État n'a plus d'argent. L'agenda caché, oui. donc... Non, je pense que c'est effectivement plus élaboré que ça. Donc, j'aime pas trop parler d'agenda caché, mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose, et donc ça fait partie de mes réflexions sur la manière dont fonctionne l'Europe actuellement. Je pense qu'il y a une... je ne sais pas comment on peut l'appeler, un establishment industriel et financier, ou bourgeoisie, c'est comme vous voulez, européenne, qui a un plan de marche, je ne dirais pas un plan de marche avec toutes les dates exactes à laquelle tous les éléments doivent se passer, mais en tout cas, une idée vers laquelle elle veut aller, dans lequel, effectivement, les privatisations sont probablement un aspect. Je pense que ça, ce n'est qu'un aspect. Je pense qu'il y a d'autres aspects, comme par exemple le fait de diminuer les salaires. Et quand je parle de diminuer les salaires, évidemment, je ne parle pas nécessairement, et justement, ça revient avec la discussion qu'on a eue avec l'orateur précédent, de savoir exactement qu'est-ce que c'est le salaire. Donc c'est bien l'ensemble du coût salarial que les patrons sont obligés de payer. Et donc c'est bien à ce niveau-là qu'on veut essayer de les réduire, surtout la partie justement qui est le salaire différé, c'est-à-dire la partie qui va servir à financer la sécurité sociale. Ça c'est effectivement un enjeu très, à mon avis, très clair de la part du patronat européen, parce que, évidemment, c'est une grosse différence entre l'Europe, hein, donc leur lutte concurrentielle entre les différentes régions dans le monde. Ça, c'est une partie où, évidemment, le patronat européen, à cause de son histoire, de l'histoire sociale de l'Europe et des conditions historiques dans lesquelles les systèmes de sécurité sociale sont nés en Europe, fait en sorte que c'est une charge pour le patronat. Il faut bien comprendre que si je dis charge, c'est parce que je ne trouve pas pour l'instant un autre mot, mais c'est pour le patronat lui-même. Il considère que c'est une charge. Il considère que c'est une charge. Donc il veut effectivement la limiter. Et un troisième aspect, c'est la question de la flexibilité. C'est-à-dire de pouvoir effectivement, justement, pouvoir engager quand il veut, aux conditions qu'il veut, n'importe qui, pratiquement n'importe quand. Je pense que ça c'est autre chose. Oui. Parce que malsaine au niveau mondial, c'est tout. C'est en fait effectivement, on reproduit un schéma encore plus grand avec une anarchie encore plus grande parce qu'on va mettre un marché encore plus grand que celui qui existe. Et, il ne faut pas nécessairement attendre les États-Unis pour faire déjà l'anarchie. Hein. Donc l'anarchie, elle est déjà dans l'Union européenne et la concurrence entre salariés dans l'Union européenne, elle existe déjà. Donc il ne
faut pas ajouter les États-Unis pour ça.